Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Merci à vous d'être avec nous dans cette nouvelle émission. Ici, il va être question d'horreur, de manga, de shonen, mais peut-être aussi de shoujo, de josei, de seinen. Tout est possible, c'est une émission sur la peur. Plus sérieusement, si on fait cette émission, c'est parce que sortent en ce premier trimestre 2020 deux mangas du Jump, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. L'un comme l'autre nous ont donné l'impression d'être de plus en plus proches de l'horreur. Et d'ailleurs ici, autour de la table, si je vous dis manga et horreur, vous me répondez quoi ? Bah moi je pense à Manta qui se fait disséquer par Faust direct, genre dans Shaman King, la fameuse scène, le premier affrontement de Yo contre Faust, la scène où Manta est par terre et disséqué, tu sais, comme dans nos cours de SVT, et tu vois vraiment, tu lis l'effroi dans ses yeux, tu vois. Pour moi, il y a vraiment, je sentais vraiment la première fois un personnage qui a vraiment profondément peur, quoi. Spoiler. Autour de la table, vous me dites quoi ? Moi je pense à Hunter. Mais après c'est facile parce qu'il y a tellement de scènes où tu vois des trucs par exemple ils sont dans à Yorkshire et tu vois genre un mec qui allume une clope et derrière lui il y a le visage de Hisoka qui sort du noir. Ah mais oui, je me souviens, c'est vrai. Et là tu fais genre et puis le mec finit pendu. Bon. Bah en plus c'est un clown, tu sais, les clowns ça fait toujours peur. Ah non, c'était dégueulasse en fait. Cagnard, tu me dis quoi toi ? Moi je pense à Digreman, qui est un manga qui emprunte beaucoup, je trouve, au code de l'horreur. Et bah typiquement la première fois que je l'ai lu, dans le tome 1, la première fois que tu vois un Akuma prendre possession d'un être humain, tu le vois à proprement parler rentrer par la bouche de l'être humain qui est par terre, et il y a la chanson Happy Birthday to You derrière, et c'est la première fois que je me suis dit waouh putain, c'est quoi ce délire, c'est un shonen. c'est hyper gore et c'est hyper malsain comme ambiance, quoi. C'est marrant, du coup vous avez pas pensé à Junji Ito, vous êtes parti dans le shonen. En même temps c'est normal, c'est aussi un peu la thématique de l'émission. C'est vrai que moi je vois Junji Ito direct, Spirale, j'étais à l'expo à Londres qui avait lieu l'été dernier, et il y avait des planches de Junji Ito qui étaient exposées. Bah c'est malaise. C'était rude, c'est malaise. C'est malaise. C'est vrai que c'est le maître de l'horreur, quoi. Nous sommes la 5ème de couve et on se pose une question dans cette émission. Pourquoi le shonen flirte-t-il avec l'horreur ? C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les shonen horrifiques. Et pour ce faire, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. Elle aime tellement Sawako qu'on peut l'appeler Sadako. Salut Julie. Hello. Est-ce que t'es déjà sortie d'une télé façon Ring ? Non, mais je vais essayer. Non. Bah écoute, si on peut ne pas être là quand t'es ça peut se tenter. Lui, il nous parle aussi souvent de sa maman que Norman Bates. Salut Cagnard. Salut. Et c'est mon doigt qui parle. Rassure-nous, c'est le seul point commun entre toi et Norman Bates. Non, on en a pas mal d'autres. Je vous les expliquerai ce soir. Je suis pas rassuré. Lui, il adorerait être gardien d'hôtel comme son modèle, Jack Torrance. Salut Robin. Pas de hache sur toi, pas de consigne avec une chambre particulière. Salut à vous, non, ça va. Très bien. Je suis sur ma machine à écrire et tout va bien. Si je te dis 237, c'est bon, y a pas de problème. C'est bon, j'ai la Red Room, tu bouges pas. Non mais je veux dire, on n'a pas d'inquiétude à avoir par rapport à toi. Bah ça dépend si vous avez peur des vieilles dames qui sont toutes nues. Oui. Du coup, oui. Alors on a peur de tout ça, effectivement, clairement. J'en ai un peu peur, oui. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Quelles sont vos plus grandes peurs ? Quels sont les mangas qui vous ont fait le plus peur ? Allez-y, n'hésitez pas, hashtag 5DC sur les réseaux sociaux. La 5ème de couve, c'est sur Twitter. La 5ème de couve, c'est sur Facebook. La 5ème de couve, c'est sur Instagram. La 5ème de couve.fr. Ça, c'est le blog. Venez sur le blog. Mais oui. Soyez nombreux à puis venir. Puis sur l'appli podcast aussi. Tout à N'hésitez fait. pas à nous mettre des étoiles. Dans cette émission, nous allons parler donc de shonen, manga d'horreur, et par extension un petit peu de l'horreur dans le manga. Parce que oui, à première vue, shonen, horreur, allô, on se demande quel est le rapport. D'une part, on a un récit qui est destiné d'abord aux jeunes ados, et de l'autre, un genre qu'on va interdire aux plus jeunes. Oui, c'est vrai, mais... car il y a un mais, il y a toujours un mais. Deux des grosses cartouches shonen de ce début d'année, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, sont justement placés sous le signe de l'horreur. Ça voudrait dire que shonen, le shonen est enfin assez mûr pour nous raconter des histoires pour les grands.
Oh là là. Que les choses changent. C'est ce qu'on va voir ce soir au programme de cette émission. On va se demander si c'est si nouveau que ça, ce rapprochement entre shonen et horreur. Est-ce qu'on n'en voit pas depuis un petit moment dans les gros blockbusters? Est-ce qu'il y a des sortes de codes qui ont été inventés? On va bien sûr parler de l'horreur dans la pop culture et dans le manga, et puis de ces deux shonen qui nous tarabiscotent, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Qu'est-ce qui pousse ces auteurs à se frotter à l'horreur? C'est parti dans la 5e de couve. Donc Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Est-ce que ces deux titres sont l'avenir du shonen ou même du Niketsu? Robin, pourquoi ces deux-là, là, maintenant? Bah, parce que c'est marrant, comme tu l'as dit, c'est deux shonen qui sont placés sous le signe de l'horreur, mais en même temps, c'est deux shonen qui se ressemblent pas vraiment. Donc, ce qu'on trouvait intéressant, c'est aussi de montrer qu'ils sont un peu les deux faces d'un même genre qui serait effectivement l'horreur, quoi. Bon, bah moi je vais faire un petit préambule avant qu'on en parle plus sérieusement, avant qu'on parle vraiment des deux titres. Je voulais faire un préambule rapide avec quelques infos au sujet des deux mangas et de leur sortie dans le Jump et de leurs éditeurs. Les deux sont apparus dans le magazine en 2018. Mais le mois de mars pour Jujutsu Kaisen et le mois de décembre pour Chainsaw Man. Pour Jujutsu, c'est l'éditeur de Black Clover qui a hérité de la série. Okay. Mais il s'est retrouvé avec un récit là qui était déjà quasi complet de la part du mangaka Gege Akuma. Moi je l'appelle GG. Ouais, on peut l'appeler GG. Je l'appelle totalement GG. Et donc son éditeur va intervenir plutôt sur le traitement et la direction. Il va pas venir avec des idées, si on faisait ça comme ça. Là il intervient seulement sur le traitement et la direction. Donc on peut dire que c'est un travail édito de shoneniser les choses. Tu vois, je pense que c'est ça son boulot. Alors que pour Chainsaw, c'est différent. On est sur un éditeur qui est un peu le mec qui fait les titres en vogue à l'international. Ouais, d'accord. On est sur celui qui est en charge de Earth Gear, de Spy Family, le manga qui est bardé de prix là déjà et qui est toujours pas sorti en France. Dans le passé, il était sur Blue Exorcist. Ouais, peut-être un petit miroir. C'est l'auteur. C'était aussi lui qui s'occupait de l'auteur sur Fire Punch. Donc c'est le manga précédent de Tatsuki Fujimoto, et quand on a lu Fire Punch, bah c'est là aussi un gros défi de rendre le travail de cet auteur lisible pour le Weekly Shonen Jump. C'est un auteur en vogue, un éditeur en vogue quand même. Le mec il suit des projets un peu hypés quoi. Ouais, c'est ça. Et des trucs un peu particuliers aussi. En plus. Et même faire passer certains des visuels de Fujimoto dans le Jump, c'est dur. Enfin, faut résister et faut se battre contre une certaine censure. Après, maintenant, ils ont accepté d'avoir cet auteur de le publier. Bah faut assumer maintenant. Est-ce qu'on peut dire que son éditeur c'est un peu le Togashi des éditeurs quoi? Genre en gros le mec c'est bon maintenant il a fait les trucs hype et il peut se permettre. Dans les mangas comme Hitman ou comme dans Bakuman, ça serait le mec il peut un se peu permettre classe. Tu vois maintenant on lui autorise quoi. Il a des lunettes. Enfin voilà, en tout cas c'était pour mon préambule. Je voulais donner ces petites infos avant de parler des bouquins en eux-mêmes. On commence par Jujutsu Kaisen qui est aux éditions Kiun. Cagnard, dis-nous de quoi ça parle. Dis-nous ce qu'il en est. Alors, Jujutsu Kaisen, malgré son titre un petit peu imprononçable, mais au bout d'un moment, on va s'y habituer. Ça nous raconte donc l'histoire de Yugi, qui est je vous le donne en mille, jeune lycéen au Japon, qui fait partie d'un club de l'occulte, comme il y en a plein au Japon. Il s'intéresse à tous les phénomènes paranormaux et compagnie. Et un jour, bizarrement, cette réalité va se plaquer à sa gueule parce qu'il va être obligé d'avaler un morceau d'un démon pour sauver ses amis. Malheureusement, il va tomber sur la société qui est censée lutter, les exorcistes qui sont censés lutter contre les forces démoniaques et qui vont lui expliquer, écoute, soit tu meurs maintenant, soit tu nous aides à récupérer tous les morceaux de démons qui existent et on te tue après, ce qui est quand même un postulat hyper dark en soi. Et à partir de là, sa quête va démarrer parce que il va tenter en fait un petit peu de survivre le plus longtemps possible et en aidant le plus de gens possible. J'avais vu sur internet, ils avaient posé la question à l'éditeur et à l'auteur quel goût pouvaient avoir les doigts. Mais c'est surtout moi je comprends pas trop comment il les mange. J'ai l'impression qu'il les gobe, il les mâche pas quoi. Ah non mais tu peux pas mâcher. En tout cas, leur réponse a été goût de cire. La cire. Ça va hein, franchement si c'est que de la cire ça va parce que au niveau du visuel ça ressemble à autre chose. Robin, que poursuit de ce shonen? Pour moi des deux on va dire entre Chainsaw et Jujutsu c'est le plus shonen horrifique tu vois, c'est vraiment le plus premier degré où l'horreur et le monde de l'occulte il est au centre du récit tu vois, c'est vraiment l'autre on en parlera peut-être un peu après mais c'est plus l'horreur est un espèce de décor et un truc de motif tu vois.
Et ce qui est marrant, c'est les ingrédients dans Jujutsu qui sont relativement classiques. Finalement, on a des démons. Franchement, des démons, on en voit dans beaucoup de mangas. Mais c'est le traitement qui est différent. On a une école de sorcellerie. On a des pouvoirs. Franchement, ça c'est classique. C'est même Harry Potter, quoi. Sauf que les persos sont uniques, sont réalistes aussi dans leur façon de parler. Moi, j'ai trouvé que c'était assez formidable pour ça, Jujutsu, c'est que les personnages ont l'air naturels. Et ça rend le truc un peu plus sérieux, un peu plus crédible. Et l'intrigue, elle est totalement dramatique. Celle que tu viens de décrire, Cagnard, elle est dramatique à fond, cette intrigue pour un shonen manga. On lui prévoit sa mort dès le début. Ouais, mais de toute façon, il meurt quasi immédiatement. Enfin, il est quasi mort, quoi. Il y a quelque chose aussi que je trouvais très prenant, qu'on n'avait pas vu dans d'autres shonen, c'était aussi l'anticipation sur le fait que s'engager dans la voie qu'on lui propose, c'est de se retirer complètement du monde des vivants et d'en venir à détester les gens qui sont proches de lui, tu vois, qui l'ont poussé à faire le choix de se dévouer à autrui, et ça, je trouvais que c'était aussi réaliste en fait. Et à chaque fois, je vois des petits Yu Yu Hakusho style dans toutes ces petites choses là. Peut-être délicat. Et puis les personnages évoluent dans un monde et dans des conditions assez cruelles. Tu sais, c'est sérieux, quoi. Et le fait que ça soit aussi sérieux, qu'ils s'engagent autant, je trouve que ça nous touche encore plus durement que sur d'autres mangas. Ouais, il n'y a rien qui est pris à la rigolade. Bah c'est ça, la mort, tu disais, est omniprésente dès le début. Les seules alternatives qu'on lui propose, c'est soit tu meurs tout de suite, soit tu meurs une fois que t'as mangé toutes les parties de machin. Les doigts. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vas mourir, quoi. Et son grand-père qui meurt dès le début. En plus, c'est encore un autre effet de mort qu'on donne et qui lui donne une mission. Mais cette mission, est-ce que tu vas... C'est compliqué. Mais là encore, en fait, il y a aussi cette superposition parce que, ça fait un peu... c'est que le premier tome. Mais il y a le grand-père qui meurt de façon naturelle. Il n'y a pas de fantastique autour de la mort d'un proche. Donc le mec, en fait, va entamer un deuil. Et tu dis, mon Dieu, est-ce que vraiment c'est le sujet qu'on veut évoquer pour les jeunes? L'auteur a été très étonné qu'on lui dise on va te publier, génial, dans le Jump. Pardon. Ouais, mais en même temps, tu l'as dit, il y a tous les ingrédients pour le coup, dans Jujutsu, il y a tous les ingrédients du shonen, quoi. Ouais, mais lui, il trouvait que son concept était trop sombre. Il imaginait pas que ça allait là-dedans. Et il est un peu en mode navigation à vue, hein. Et en même temps, lui-même est super calé en Neketsu. Il a tout lu. Bah ça se voit, hein, franchement, la lecture, ça se voit. Ça fait 40 ans qu'il a tout lu, il a lu tout le Jump 15 fois. Le mec est super calé, mais voilà, il s'attendait pas à ce que ça aille dans ce sens-là, quoi. Bah ça m'étonne pas parce que au final, tu vois, t'as quand même un background qui tient clairement de l'occulte, des ténèbres, mais comme tu dis, a priori, on avance quand même vers le début d'une quête très shonen. Donc tu pourrais te dire que ce mec-là ne connaît absolument rien au genre un petit peu horrifique et compagnie. Mais en fait, j'ai l'impression que le côté quête shonen va juste être un squelette et que c'est plus du background qu'on va être étonné en fait, parce que le gars, dès le début, met énormément d'éléments horrifiques en fait dans son récit. Et il y a du gore un petit peu partout, avec déjà le doigt. Ouais, le doigt, c'est gore. Il mange un doigt. Ouais, enfin, il y a même pas que ça. Enfin, il y a quand même. Il se fait arracher le cœur et c'est au premier plan. Là où dans un shonen classique, même s'il y a un peu de la violence, comme Naruto au début, il y avait de la violence, tout ce qui est sanglant devient noir. Là, il y a pas. Hein, c'est au premier plan. On te montre les membres arrachés, on te montre tout ce qui est sorti, on te montre le héros qui évolue avec un bras en moins. C'est ça. Et là, tu sens que c'est un vrai intérêt, c'est un vrai intérêt narratif de montrer que le corps n'a plus vraiment d'importance. Et ils le disent en plus, les démons, ça va, calme-toi, les démons ils peuvent se régénérer comme ils veulent. Et du coup, le gore va devenir comme une espèce d'accessoire narratif et pas genre il a perdu un bras, ça va être dramatique pour l'histoire. Ça va être des effets, tout simplement, quoi. Julie, tu voulais tenter des comparaisons, toi? Oui, parce que moi on m'a dit shonen, donc j'ai sorti mes petites fiches et j'ai pensé à Kekkaichi qu'on évoque souvent entre nous, et on a également Blue Exorcist parce qu'il parle exactement de la même thématique, donc des exorcistes qui combattent des démons avec un cadre scolaire plus ou moins complètement d'initiation. Et là, franchement, pour Jujutsu Kaisen, t'as clairement un cap qui est franchi dans le traitement de la violence et du gore, quoi. Parce que Kekkaichi, limite, tu relis et c'est tellement mignon à côté de ce que tu vois. Même Blue Exorcist. Blue Exorcist, finalement, c'est rigolo. Il y a une gradation parce que Blue Exorcist, déjà, il y a le côté les démons sont vraiment pas sympas. Il y a un côté graphique très cruel, qui est très cruel, voilà. Et là, c'est encore plus.
au-delà. Là, il est même pas question de se poser si les démons sont cruels en fait. Là, c'est visible à l'œil nu. On peut dire que c'est viscéral. Jujutsu, en fait, il rejoint l'horreur, le genre horreur dans son côté organique, que l'horreur a toujours a été organique. Tu vois, c'est un truc sur le corps, la chair. Oui, puis même les méchants ont ça en eux. Et ce qui est marrant, c'est ce qui rejoint ce que je disais au début, c'est que quand les méchants parlent, c'est dans le café au début. Ouais. On dirait tellement une discussion entre mecs normal, c'est la discussion d'humains. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir humaniser des démons comme ça à ce point. C'est toujours un élément qui est hyper important dans les récits horrifiques, de dire que au final, il y a un truc qui nous rapproche. On peut avoir le même genre de discussion, tu vois. Ouais, parce que même en plus, l'espèce d'humain qui ressemble l'espèce de démon qui ressemble à un humain, d'ailleurs, on sait pas trop qui c'est, mais il a des cicatrices sur le front et ça fait très Frankenstein, tu sais, genre le mec rapiécé, quoi. Mais l'éditeur du manga dit de ce manga là que c'est un manga shonen pour adultes ou un manga plus mature pour enfants. Ouais. Parce que ce qui veut dire, c'est que les adultes auront des sortes de petites réminiscences de leur jeunesse face à toutes ces scènes. Et que les enfants pourront lire ça en voyant une sorte de truc cool du monde des adultes. Bah les enfants vont être choqués cool, quoi. Cool, et c'est bien. Je sais pas. Si, on aime bien être choqué quand on est enfant aussi. Quand on est ado et compagnie, moi je trouve que c'est une bonne chose d'être choqué. Les 3 séquences qu'on a évoquées en introduction, c'est ça, c'est des séquences qui nous ont choqués et mine de rien on les a gardées en tête, elles sont importantes. Carrément. Et en face, là, au début du mois de mars, sort Chainsaw Man. On est encore dans une ambiance différente, mais on est toujours dans le jump. Robin, ça parle de quoi ? Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, un jeune homme. Denji dans la dèche, quoi. En gros, il a des dettes, a plus savoir quoi en faire. Il a tellement de dettes qu'il est obligé de vendre des parties de lui-même pour réussir à rembourser. Et du coup, il est tellement dans la merde qu'au bout d'un moment, il s'engage en tant que Devil Hunter. Donc en gros, c'est une espèce de chasseur de démons, quoi. Avec son chien, son chien démon tronçonneuse qui s'appelle Pochita. Mais sauf que lors d'une mission, suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit, mais en même temps il se fait découper en morceaux salement, quoi, on va dire. Bon, c'est un mini spoil, mais ça arrive très vite dans l'histoire, quoi. En fait, hein. Et en gros, à l'issue de ça, il va se métamorphoser en homme démon tronçonneuse à l'aide de son chien démon tronçonneuse. Et du coup, devenu surpuissant, il va être recruté par une organisation spécialisée dans la chasse aux démons. Et là, c'est parti pour des nouvelles aventures, quoi, et des nouveaux personnages. Et en ça, je trouve que la couverture du tome 1, elle résume vachement ça. Tu sais, la transformation, le mec à qui lui arrive plein de choses et qui devient homme démon tronçonneuse. C'est vrai qu'elle est très très cool. Je trouve ça assez marrant. Elle est où l'horreur ? Elle est dans le nom. Elle est où l'horreur, elle est clairement dans le motif principal qui est la tronçonneuse, on va dire. Dans Chainsaw Man, ça a fait appel forcément à Massacre à la tronçonneuse, qui est un film overculte de l'horreur. Enfin, c'est même le film d'horreur par excellence, quoi. Et donc du coup, je pense que pour moi, dans Chainsaw Man, à la différence de Jujutsu, l'horreur, elle est plus là comme un espèce de motif, un décor, ou une manière de surprendre le lecteur, en fait, plus que au centre du récit. C'est pas un récit qui fait spécialement peur, c'est un récit qui est, je dirais, plus ironique, qui est plus sur des références. C'est plus référencé que spécifiquement horrifique pour moi, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que moi je vois vraiment 2 mangas miroirs, parce que si je prends les ingrédients de Chainsaw, on a quoi ? Des démons, des pouvoirs. Oui, c'est vrai. Et à la place d'une école d'exorcistes, on a une organisation de lutte contre le mal. Mais bon, sinon qui pourrait s'appeler exorciste. Oui, voilà. Sinon on est dans la même idée, quoi. Sauf que là, on a vraiment un traitement qui est totalement différent. On a de l'hyper-référence. Référence notamment du coup au film d'horreur, forcément, avec des personnages qui guident l'histoire plus que l'inverse. L'histoire, finalement, dans un sens, on s'en moque un peu, quoi, de cette histoire. On a juste envie de voir ces personnages vivre. On a envie de les voir bouger, et c'est eux qui vont faire l'histoire. Mais quelque part, c'était un peu la recette de Fire Punch aussi, tu vois. C'était un truc de... T'as envie de voir les personnages te surprendre, quoi. Et c'est ça qui nous intéresse, ce sont les personnages plus que l'histoire, en elle-même. Et la tranche de vie démoniaque. C'est ça, en fait. On est dans une forme de... une forme pure de divertissement, quoi. Ils vont le faire, non ? Vous en prendrez bien une tranche. Je suis pas sûr. Mais c'est la somme de toutes ces choses-là qui vont me faire dire que on est dans du divertissement et limite dans de la parodie. On est dans un truc qui est presque parodique, un peu comme One Punch Man. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça ? Complètement. Mais attends, mais c'est tellement drôle parce que quand j'ai vu Chainsaw Man, je me suis dit mais ça pourrait être tellement un personnage dans One Punch Man, tu vois. Mais tous. Mais oui. Ouais. Et comme on est au même titre que One Punch Man, peut-être de la parodie et de l'hyper référence et de l'hyper codification.
Là, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu dans la même cour, à sa manière, hein, évidemment. L'idée, c'est pas de confondre et de comparer les deux mangas, mais voilà, je leur trouve des familiarités comme ça assez proches à ces deux-là. Mais oui, carrément, en fait, tu vois, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que moi, Chainsaw Man, je le vois vraiment un petit peu comme tu dis, un récit parodique. Moi, je le rapproche un petit peu de Shaun of the Dead, tu vois, de Edgar Wright, carrément, en plus. qui invoque pas mal de choses, de l'horreur, du comique, le film, Shaun of the Dead, et de la comédie romantique aussi. Et ben voilà, dans Chainsaw Man, on va avoir plein de petites recettes comme ça qui vont être éparpillées, et du coup, en fait, ça me rappelle un petit peu quand One Punch Man et My Hero sont sortis. T'avais un peu ce même côté-là, tu vois, t'avais Chainsaw qui était un peu le tradi shonen, et t'avais One Punch Man, le Joker, on va dire, qui part un peu dans tous les sens. Covid-19 pour tout le monde. Et du coup, on a un peu cette même opposition. Enfin, et quand je dis opposition, c'est que pour moi les deux vont vraiment ensemble. Tu peux lire parfaitement les deux. C'est comme une nouvelle génération de shonen, mais qui se base sur un autre. C'était sur les super-héros, entre My Hero et One c'était Punch. un truc commun qui était là, ça, c'est sur l'horreur, on va dire en général. Bah, moi, je sens que je vais adorer les deux. C'est déjà le cas des deux précédents. Je vais adorer les deux. Mais ce qui est marrant aussi dans les choix éditoriaux français, c'est que My Hero Academia est allé chez Kiun, Jujutsu Kaisen est allé chez Kiun. Oui. Mais voilà, plus tradi. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, à l'époque, j'aimais pas trop One Punch Man. Bon, au final, maintenant, j'aime les deux, My Hero et One Punch Man. Et alors que là, maintenant, c'est l'inverse. J'ai plutôt tendance à préférer Chainsaw, mais en même temps, là, Jujutsu, en le relisant avant de se préparer l'émission, je suis non, c'est quand même pas mal quand même. Ah, mais il y avait Fire Punch aussi. Ouais. Ah bah on part pas de nulle part, c'est ça aussi. C'est ça. La différence entre les deux auteurs. Est-ce que l'horreur, Robin, dis-moi, est-ce que ça peut aller longtemps sur les codes du shonen comme ça? Bah pour moi oui, parce que pour une raison simple, c'est que l'horreur c'est cool en fait. L'horreur c'est méga cool. Donc ça se prête particulièrement au code du shonen qui par définition est le genre de manga le plus cool. On en a suffisamment parlé ici malgré mais dernière émission. C'est par rapport à quoi? Aux personnages, aux héros? Ouais, en fait c'est déjà de base, si tu prends les récits d'horreur, on va parler du cinéma principalement, mais c'est généralement des récits où t'as des héros qui sont adolescents, confrontés à une menace un peu sombre, occulte, ça va convoquer des émotions qui sont primales, fuir, voilà, cerveau reptilien, manger, combattre, survivre, combattre, machin et tout ça, c'est des trucs qui parlent beaucoup aux adolescents et tout. Donc je pense qu'effectivement il y a une espèce de cohérence entre les deux. Et puis faut pas oublier un truc aussi, c'est que l'horreur c'est hyper sanglant en général, et donc du coup c'est hyper graphique. Donc pour un auteur de manga, c'est super plaisant en général de dessiner des trucs qui se démembrent, tu vois, avec du sang qui gicle de partout. Justement, je voulais vous poser une question par rapport au sang. Comment vous l'avez vu? Est-ce qu'il vous a choqué? Est-ce qu'il vous a marqué? Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir vu? Moi, j'ai l'impression de pas l'avoir tant vu que ça, le sang. Non. Mais je pense qu'il y a une forme de distance dans le sens où le manga, c'est un art qui est en noir et blanc, et du coup, ça fait que le sang, il est représenté par en général des grosses masses noires, et ça donne un côté vraiment essentiellement graphique. Même si ça peut évoquer des choses organiques et tout, c'est principalement pour l'œil un truc graphique, donc un truc esthétique en fait, je pense. Julie? En introduction, tu citais Junji Ito. Junji Ito, c'est horrifique. Vraiment, c'est le maître de l'horreur. Et il y a très peu de sang. Parce qu'il y a des trucs encore plus chelous, encore plus zarbi, des gens qui se transforment en spirale. Ouais, ou des fluides beaucoup plus dégueulasses que le sang en fait. Parce que, genre des femmes qui se transforment en machines aussi. Tu vois, genre le mec, tu vois, genre un voyeur qui regarde par le trou de la serrure pour voir chez sa voisine si elle se met à poil et tout. Et là, il découvre qu'elle devient genre une espèce de monstre dégueulasse, mais métallique. Et il n'y a pas de sang. Donc c'est... Oui, en fait, on est plus choqué par le bizarre que par le sanglant, forcément. Quoi. D'ailleurs, au cinéma, t'as plein de cinéastes qui sont fascinés par les gerbes de sang, et c'est pas forcément un truc qui nous choque, tu vois. Genre un Tarantino, il nous fait gicler du sang partout. C'est limite plus drôle que ça fait peur. Tu Ou vois. dans Brain Dead, Peter Jackson, il savait faire ça. Vas-y, Cagnard. Entre les deux titres, t'as quand même deux approches du gore qui sont vachement différentes. C'est-à-dire qu'entre Jujutsu Kaisen, j'ai été étonné de voir un cœur battant qui sortait, de voir des membres qui étaient coupés. Alors que Chainsaw, dès le début, tu sens qu'il y a un côté un peu plus indé, un peu plus. En fait, ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé. Au contraire, moi j'adore le gore, mais j'ai trouvé ça normal. Tu vois, dans le récit, dans la manière dont t'avançais le récit, tout est bizarre dans Chainsaw. Tout est
tout ne sonne pas comme ça devrait sonner. Alors que dans Jujutsu, et c'est tout aussi bien, ça m'a étonné qu'ils arrivent à ce stade-là, ça m'a étonné. Donc c'est en fait deux manières de faire, mais les deux m'ont plu, quoi, vraiment. Comme dans La Mouche de Carpenter. Tu sais, t'as des trucs très bizarres comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Ouais, mais tu vois, La Mouche, il n'y a pas vraiment de sang, c'est bizarre. Mais c'est gore quand même. Ouais, c'est ça, c'est juste un truc. En fait, il y a une espèce de sentiment de répulsion, tu te dis, mais c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, genre... Non, mais c'est vrai, mais moi, c'est des trucs que je les regardais ado. Et aujourd'hui, là, c'est des films, c'est des choses, en cinéma en tout cas, que j'ai peut-être moins que je peux moins voir aujourd'hui, alors que ado j'adorais ça. Ouais, tu cherchais ça. Ouais, peut-être que je le cherchais, ouais. Ouais, mais en fait, tu le disais, de toute façon, historiquement, on pourra en revenir au fait de shonen horreur. Historiquement, c'est vrai que le genre horreur au cinéma, ça a toujours plutôt plu aux ados, en fait. C'est le principe, c'est-à-dire que si tu dis à des ados, vous avez pas le droit de regarder ça, les ados ils vont faire quoi? Si, j'ai envie de regarder ça, oui, bien évidemment. Donc en fait, c'est historiquement, c'est un genre qui a plu aux ados. D'ailleurs, ça a créé des communautés de nerds ou de geeks, tu vois, fans de séries B, de films de monstres et tout ça. Et donc quelque part, peut-être qu'aujourd'hui les auteurs de Jujutsu et Chainsaw, c'était les nerds d'hier qui sont devenus les auteurs d'aujourd'hui, et du coup ils parlent de ce qu'ils aimaient, quoi. La revanche des nerds. Non mais en fait il a pas tort, parce que Gégé. Oui. GG. Parce qu'en fait ça veut dire baba. Enfin, comment dire, c'est le kanji qui veut dire le mal, enfin ce qui est vulgaire, ce qui est en dessous, tu vois. Ah d'accord, quand t'as dit baba, moi j'avais ma manette de PlayStation, j'étais parti pour faire un Konami Code. Mais alors que en français, GG c'est le mal, hein. GG c'est le beauf, hein. C'est le mal. Bon, en tout cas, Gégé, c'est un énorme bouffeur de romans, de mangas, de films. Lui, il consomme tout ce qu'il peut, et Fujimoto, on l'a vu dans Fire Punch. C'est un gros consommateur de cinéma. Ça, on l'a pas découvert avec. Il a les références, il a tout ce qu'il lui faut, quoi. En tout cas, à ce sujet. Bon, voilà, c'est juste pour faire le petit point sur ce que faisaient les auteurs. Robin, toi, tu voulais nous parler d'une autre petite situation qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. C'est les éditeurs français qui change la classification des mangas. En fait, c'est ce qui est intéressant avec la question qu'on se posait sur pourquoi le shonen flirte avec l'horreur, c'est que j'ai l'impression que certes il y a les auteurs qui sont intéressés par les différents codes que l'horreur peut leur apporter créativement, mais j'ai l'impression que d'un point de vue éditorial et commercial, les éditeurs eux-mêmes se positionnent face à cette tendance, tu vois, genre on en a déjà parlé ici, mais on a eu l'apparition de ce qu'on appelle le shonen up, donc c'est le shonen un peu genre bâtard, un peu plus pour les grands, tu vois, et Chainsaw Man est dans la collection shonen up de Kazé. Voilà. Et surtout, moi il y a un cas qui m'avait intéressé, c'est j'ai parlé de deux mangas qui sont Tokyo Ghoul et l'Attaque des Titans, qui sont respectivement publiés en France dans des collections Tokyo Ghoul shonen et Attaque des Titans plutôt seinen. Alors qu'au Japon c'est l'inverse. Ouais. Et du coup je trouve ça intéressant de voir comment en fait des éditeurs, que ce soit français ou japonais, se positionnent sur le genre d'un manga en se disant ah ouais mais ça alors du coup c'est de l'horreur, mais alors ça va plutôt plaire à, tu vois, par rapport à notre public qui va être plutôt lecteur de trucs d'horreur, sachant qu'on sait que le lectorat va faire aucune différence là-dedans. Ouais, en plus. Non, je pense que c'est professionnel aussi par rapport aux commerciaux, aux représentants, aux libraires. Je pense qu'il y a aussi toutes ces choses-là qui vont rentrer en compte dans ces choix-là. Moi, j'ai l'impression que ça a desservi les deux titres. Ah bon, les deux titres? Tu veux dire en France? En France, ouais. Pourtant ils ont cartonné. Oui, mais je pense qu'ils auraient pu beaucoup plus cartonner, comme ils cartonnent beaucoup plus au Japon, en fait. Je suis pas sûr. L'Attaque des Titans, on est loin d'être le carton qu'il y a pu avoir dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie, tu allais dans les centres commerciaux, t'avais des trucs, l'Attaque des Titans. En France, on l'a pas, on a toujours des shonen. Et le fait de l'avoir mis en seinen, peut-être que ça a pu un peu calmer certaines ardeurs aussi à ce sujet, et même des licenciés français qui auraient voulu travailler le truc en disant ah ouais non, on dit c'est seinen, on dit c'est pour les adultes. Donc non, on fait pas de licence pour enfants avec ça. Mais tu vois, moi c'est marrant parce qu'en tant que lecteur, pour le coup, le choix des éditeurs français, je le comprends à mort, parce que pour moi, Attaque des Titans c'est vachement plus trash que. Ouais, Tokyo mais si Ghoul, je t'avais dit Chainsaw Man c'est un seinen, t'aurais fait ouais sûrement. Mais c'est pour ça en fait, moi c'est ça le truc qui me dérange là-dedans, c'est qu'au final le public, j'ai l'impression en tout cas, il en a rien à foutre de tout ça. Non, c'est important en fait pour comprendre dans quel cadre l'auteur a créé cette œuvre. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le lectorat n'en a absolument rien à foutre dans ce cas-là, c'est-à-dire Tokyo Ghoul a beau être en seinen au Japon, en shonen, enfin
les gens que je connais autour de moi qui lisent Tokyo Ghoul sont des gens plutôt jeunes, et c'est pas que c'est plus jeune ou pas dans l'état d'esprit, mais c'est juste un lecteur au final entre 15 ans et 18 ans. À vrai dire, il en a un peu rien à foutre, il va lire des bouquins parce qu'on lui a conseillé, parce que ça a marché. C'est comme un film, que t'aies 18 ans ou plus, on a tous regardé des films interdits aux moins de 18 ans alors qu'on n'avait pas l'âge, tu vois. C'est... Bah moi non, mais... Pardon. Bah Sawako, typiquement. Bah, moi j'ai cette idée que l'horreur c'est quand même un moyen d'évoquer des problématiques un peu compliquées, un peu plus politiques, tu vois, mais de façon détournée. Donc dans le cadre du shonen manga, c'est peut-être une occasion d'aborder des questions plus matures, comme disait l'auteur de Jujutsu. Mais avec une esthétique finalement sans prise de tête, quoi, parce qu'il se dit pas il faut que je respecte un cahier des charges pour plaire à un public jeune ou tu vois, ce genre de choses. Et je vais juste revenir du coup entre ce que tu dis et ce qu'a dit Robin sur Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul a donc en France été classé en shonen, c'est lu par plutôt des adolescents. Ouais. Mais du coup j'ai l'impression aussi qu'on passe à côté de toute la dimension politique. Bah ouais. Et intéressante aussi de Tokyo Ghoul, et qu'on a pu se faire une image en mode c'est un récit pour ados. Peut-être que si on l'avait mis en seinen, il aurait peut-être pas cette image et il y aurait une hype différente sur Tokyo Ghoul. Vous voyez ce que je veux dire, que malgré tout ça a une incidence d'une manière ou d'une autre. Ouais. Alors elle est pas globale, c'est pas sur 95% du lectorat, mais elle a une incidence malgré tout. Mais ça interfère avec plein d'autres relais en fait, les libraires et compagnie, et qui font. Mais oui. Mais sachant qu'au Japon, mais c'est quand même. Ouais. Alors il y a aussi cette étape qu'on n'a pas nous de la prépublication. Oui. Et tu sais que tu dois faire un magazine qui doit être vendu toutes les semaines ou tous les mois avec un contenu. Avec un contenu très calibré, quoi. Donc si le truc ne fonctionne pas, déjà on sait qu'au bout de 6 semaines il jarte, tu vois, genre allez hop. Mais et là je pense qu'il y a ça aussi qui compte. Et en même temps, dans un magazine de prépublication, t'as peut-être un petit peu plus de largeur entre tes 6-7 séries que tu vas mettre dedans, entre un truc qui est un peu violent et un truc qui est très violent à la fin, t'as un petit peu plus de largeur, alors que quand tu vas choisir la thématique d'un titre, c'est plus compliqué. Oui, mais c'est-à-dire que dans les magazines, ils ont une ligne éditoriale en fait. Donc ils vont mettre un petit peu de tout. Il faut qu'il y ait des trucs plus rigolos, il faut qu'il y ait des trucs plus violents, il faut qu'il y ait des trucs plus voilà. Ils vont gérer comme ça. Si tu regardes les mangas qu'il y a dans le Jump là, qu'on reprend sur ces deux bouquins là, ils font en sorte qu'il y ait toujours une histoire de sport, ils font en sorte qu'il y ait toujours une histoire un peu etchi, ils font en sorte que ça soit varié. Ouais, voilà, pour avoir un petit peu de tout, et après les top remontent, ressortent et ainsi de suite, quoi. C'est pour ça que c'est hyper dur à appliquer au marché français, du coup. Ah bien sûr, de ce côté-là c'est assez compliqué. Julie, sur Chainsaw Man, tu vois une dimension politique ou pas par rapport à ce que tu disais à l'instant? Et moi je trouve que c'est encore plus clair que dans Jujutsu Kaisen. Parce que Jujutsu Kaisen, pour moi, enfin, je sais pas, la lecture, je trouvais qu'il y avait une espèce de pureté, tu vois, le mec est dans le shonen, genre, ouais, on y va, c'est la bagarre. Ah, il est dans son truc, voilà. Clairement. Et alors que, peut-être parce qu'on a déjà lu Fire Punch, donc on a peut-être un biais, mais bon. C'est possible. Dans Chainsaw Man, il y a vraiment une charge contre une société qui ne prend pas ses responsabilités, une société d'adultes, tu vois, qui laisse les enfants grandir mais en roue libre, tu vois, complètement, et ils n'ont pas d'aide. Enfin, c'est assez désespéré, quoi. Et autant côté Jujutsu, il y a cette espèce de naïveté qui le fait tenir. Autant dans Chainsaw Man, tu te dis mais c'est encore plus difficile. Donc le côté foutraque vient te donner un peu la pêche et tout, mais tu te dis mais quand tu grattes, t'enlèves le vernis, tu fais oh là là mon Dieu. Mais clairement moi c'est un truc qui m'avait frappé à la lecture des Chainsaw, et je trouve que limite il l'a pas assez développé, c'est le côté le rapport à l'argent et aux dettes, tu vois, genre c'est le premier shonen que j'ai lu où à la première page le mec il a tellement de dettes qu'il est obligé de vendre une couille. Enfin, il vend un œil et donc il a un bandeau sur l'œil et il est obligé de vendre des parties de son corps, dont une couille. Bon, ça c'était le truc qui m'avait un peu frappé. Non, mais il serait une fille, il serait au bordel là. Et je me disais, c'est incroyable. Je pense que j'ai jamais lu un shonen où dès la première page, le motif, l'espèce d'enjeu principal du héros, c'est je suis dans la merde, j'ai des dettes, il faut que je m'en sorte. Et genre, je me disais, c'est hyper connecté à l'époque actuelle où effectivement le rapport à la finance, l'argent, tout ça, quoi. En fait, je trouve que justement dans
Chainsaw Man, et déjà dans Fire Punch il y avait déjà un petit peu ce truc très sociétal. Je trouve que c'est hyper ancré. En fait on a oublié un truc à la con dans l'histoire de Chainsaw Man, c'est que le héros est une putain de victime. Personne ne le respecte et c'est tout à fait normal. Il est content de manger un repas normal. Non mais c'est tout à fait normal ce traitement d'un héros où personne le respecte, et enfin ça c'est un traitement qui est complètement inédit, et déjà je trouve que t'as vraiment un gros regard sur la société et c'est normal. Ce qui se passe là est normal, tout à fait normal. Marcher dessus. Je crois que sa chef lui dit soit tu me réponds oui, soit tu me réponds waf. Et on l'a tous admis ce truc-là, genre oui, c'est le héros de ce manga, il va répondre waf parfois, oui. Et il y a des petits trucs qui vont rendre ça crédible, au même titre que dans One Punch Man, il va adorer faire les soldes de fin de journée pour ses bento. Lui, il va découvrir la confiture. Ouais. Ce petit détail, ces petits trucs qui sont très réalistes. Chainsaw Man, c'est donc publié aux éditions Kazé en France depuis le début du mois de mars. Jujutsu Kaisen, c'est aux éditions Kiun depuis le début du mois de février. Maintenant, parlons définition. Horreur, malheur. Qu'est-ce que c'est que ce genre et qu'est-ce qu'on entend par horreur, Robin? Bah, c'est vrai que au final, on n'arrête pas de parler d'horreur depuis tout à l'heure. C'est un genre qui forcément veut dire quelque chose. Donc, ce serait bien qu'on se mette à définir ce genre. Eh bien, ça tombe bien. Tu sais pourquoi? Parce que Cagnard nous a préparé. Non. Il ne nous a pas préparé. Il vous a préparé une définition précise. C'est quoi, c'est quand, c'est qui l'horreur? C'est des codes, c'est des mots, c'est de l'image. C'est quoi la définition du genre horreur, Kazira? Alors, c'est qui l'horreur? Je vais te répondre, c'est Sawako par exemple. Sadako. Et sinon, de manière générale, alors je vais donner une définition vraiment rapide parce que l'horreur c'est un truc qui est tellement subjectif que c'est dur d'avoir une définition vraiment très précise, mais en gros c'est un genre qu'on trouve le plus souvent dans le cinéma ou dans la littérature et dont l'objectif principal c'est de créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse. Alors avant tout, c'est un genre littéraire. C'est une espèce de sous-genre du roman fantastique qui est pour le coup antérieur au genre horreur. Et c'est un peu difficile de trouver ses toutes premières origines parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que typiquement les contes de Grimm c'était déjà des récits horrifiques avant que dans le 18e ça soit des récits qui soient policés, les contes et compagnie. Mais déjà à l'époque c'était des récits qui se terminaient de manière hyper mal. Donc on peut trouver ses origines à peu près au conte de Grimm, et je pense qu'on peut remonter encore avant. Ouais, et puis il y a les codes dans les films et tout ça aussi. Après c'est ça, c'est que c'est devenu un genre qui est devenu très codifié. D'abord en littérature, effectivement, moi je dirais, on va dire sa naissance, je la foutrais dans le 19e, tu vois, mais en littérature. Avec Edgar Allan Poe et tout, mais c'est encore avant. Grimm, c'est encore avant. Non, mais bien sûr, Grimm, mais je veux dire en termes de littérature codifiée, horreur, enfin fantastique, parce gothique. Que ça s'appelait pas horreur, mais c'était plus gothique, effectivement, à l'époque. On va dire que c'est né dans le 19e avec Mary Shelley, Frankenstein et compagnie, et du coup on va dire que la littérature a un peu créé des archétypes et des ambiances d'horreur, et après petit à petit avec le cinéma qui est quand même l'art visuel par excellence, ça a créé des images et des codes de mise en scène propres à l'horreur, quoi. Donc ce que je trouve intéressant pour en revenir à notre histoire de shonen, c'est que le shonen en tant que manga qui est un art littéraire et visuel, il peut un peu piocher dans les influences des deux, quoi, la littérature et le cinéma, quoi. Alors c'est là que moi je mets un petit bémol parce que entre le manga et typiquement l'animé, il y a deux procédés d'horreur narrative qui sont complètement différents, et là on tombe sur the procédé narratif de l'horreur qui est le jumpscare, typiquement le fait de surprendre, de sursauter. Typiquement en anime, c'est un procédé qui est très simple, comme dans les films. Ça veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, mais c'est un procédé qui est très facile à faire, alors qu'en manga comme en littérature, c'est très très difficile de faire sursauter un lecteur. Robin, tu levais la main. Oui, parce qu'en fait je rebondissais sur le fait que Cagnard parlait de jumpscare. Effectivement en animé on est d'accord, en tant qu'art audiovisuel on peut jouer sur le son, le montage et tout ça pour créer le jumpscare de façon plus efficace, mais je pense que le manga en tant que BD avec un rapport à l'ellipse très particulier qui fait que c'est des actions qui sont très courtes, il peut vraiment quand même jouer sur cette mécanique de jumpscare et de montage et de fait que la situation s'enchaîne rapidement, quoi. Je pense que en termes d'art séquentiel sur papier, le manga c'est un des seuls qui est capable de faire ça, quoi. Vous avez un exemple de jumpscare dans le manga? On en avait déjà parlé, mais effectivement dans The Promised Neverland, quand il y a Emma, je sais plus qui ouvre la porte ou qui essaye d'ouvrir une porte, c'est ça, et elle se retourne et là il y a
Le visage de Il y maman. a le visage de maman qui apparaît dans l'ombre et tout. Alors en plus t'as un espèce d'effet expressionniste avec les ombres et tout et le fait que t'as une espèce de pleine page, une pleine page ou double page même, je me souviens plus exactement, mais c'est hyper impressionnant quoi. Moi c'est un peu le truc, c'est que des jumpscares en termes de manga, j'en ai vraiment très très rarement ressenti. Par contre j'ai eu des espèces de, alors j'ai pas de titre pour ça, mais de écœurement scare, tu vois, de genre je tourne la page et je m'attendais pas à un truc aussi dégueulasse. Ça par contre c'est un truc dans le manga où je l'ai vraiment ressenti assez souvent quoi. Et je pense qu'il y a cet amalgame vraiment de dégoût plus que de peur, tu vois, tu te dis mais d'où ça sort cette image complètement horrible qu'on t'inflige. Et moi le truc marrant, c'est que tu vois, genre je suis interdite de films d'horreur parce que j'ai tellement de trucs dégueulasses déjà dans la tête. C'est toi la fille qui sursaute et qui crie. Non, c'est pas moi, parce que en fait j'ai vu vraiment très peu de films d'horreur parce que on m'a toujours dit non, regarde pas, tu as déjà tout le matos qu'il faut. Ouais, mais voilà. Ça m'a l'air d'une grosse connerie quand même. Non mais et en fait je suis très impressionnable, donc je pense que tout ce que tu dis sur la musique, les effets visuels, ça aurait c'est d'autant vraiment plus d'effets sur toi. Voilà, alors que le manga c'est quelque chose que je peux fermer. Tu vois, genre tu peux fermer les yeux quand tu regardes un film. Et le truc c'est que finalement, j'ai beaucoup lu de mangas d'horreur. Enfin, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais lu quand j'ai préparé l'émission. Tu vois, je me suis dit, ah bon, mais vraiment. Et que, en plus, c'était plutôt quelque chose que j'aimais bien. Mais le film d'horreur, c'est quelque chose qui me paraît hors de portée, quoi. C'est vraiment. Imagine, j'ai une idée, je réalise un film d'horreur avec des personnages qui vont te tuer en sortant d'un manga. Mon Dieu. Est-ce que je peux te terroriser à vie comme ça? Le Sadacommande. Non, mais en fait, ça m'étonne pas ce que Julie dit, parce que moi, typiquement, j'ai un pote qui ne peut pas regarder de films d'horreur, il ne supporte pas, il ne tient pas. Par contre, à côté de ça, jouer aux jeux vidéo d'horreur, il adore. Il fait ça, alors que moi typiquement c'est tout l'inverse. Je ne peux pas jouer un Resident Evil, un Silent Hill. Je ne tiens pas. Alors que des films d'horreur, il y a pas de souci, il y a vraiment aucun problème. Mais moi, il y a vraiment un truc de perception. Quand j'étais gosse, j'aimais bien regarder mon frère jouer à Resident Evil, tu vois. Mais le premier Resident Evil. Mais moi j'ai détesté jouer. Avec les chiens qui attaquent. Mais moi je détestais jouer à ce jeu. J'adorais regarder mon frère jouer. C'était comme regarder un film d'horreur quelque part. Ouais, c'est ça. En fait. Mais c'est une question de contrôle. Moi typiquement si pendant un film j'ai le contrôle et c'est cool. Un jeu vidéo c'est pas la même chose. C'est le programmeur qui a décidé ce qui allait se passer. C'est pas du tout la même chose. Avant de passer à la suite de cette émission, on a reçu à peu près 77 mails de cagnards qui disaient mais je veux parler de comics. Oui, parce que alors mine de rien, le manga, je pense que c'est peut-être le genre du 9e art où il y a le plus d'exemples de BD d'horreur, mais c'est quand même intéressant de voir aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Et par exemple en comics, le comics a une très vieille tradition de comics d'horreur aussi. Alors on pense à Crypto pour les contes de la crypte pour les comics à l'ancienne, et plus récemment on pense à Lock and Key qui est un comics de Joe Hill, le fils de Stephen King, qui vient d'être adapté en série Netflix, ce qui est hyper intéressant. Top 10 des séries Netflix, maintenant qu'on a le top 10. C'est en top 10? Ouais, c'est en top 10 depuis plusieurs jours. Ce qui est hyper intéressant typiquement quand on parlait de scare jumps et de procédés narratifs, c'est qu'il n'y a aucun jumpscare dans le comics Lock and Key. Et le comics c'est génial, c'est vraiment une tuerie. À tous ceux qui ont aimé la série, vraiment lisez-le quoi. Alors que dans la série TV, ils sont obligés de jouer avec des procédés comme ça et tout. Donc ça montre deux manières de raconter l'horreur différentes, et pourtant c'est la même histoire. Et c'est le même créateur derrière les deux. Ah ouais, en plus. Il est vraiment derrière les deux. Mais tu vois, ça pour moi c'est impossible, c'est mon dilemme. C'est-à-dire, j'adore Lock and Key, genre je l'ai lu plusieurs fois et tout, j'adore, et quand je vois les scènes qui sont dessinées, je me dis mais tu peux pas voir ça en version live, tu vas péter un câble. Ils ont rendu le truc un peu plus adolescent dans l'ensemble. J'espère, parce qu'il y a certains trucs, tu te dis oh mon Dieu, mais c'est tellement dur. On fera juste une petite référence à la bande dessinée française quand même, qui n'est pas spécialement présente dans le terme de l'horreur, si ce n'est le label 619. Qui est un label d'Ankama et qui a publié pas mal de comics type Doggy Bags qui sont un petit peu dans l'idée des contes de la crypte. Mais voilà, il y a de la production française d'horreur, ça existe, il y en a aussi. Bien sûr. Maintenant, je vous propose un petit jeu. On va partir sur des sous-genres. Il y a Robin qui s'est chargé de faire des familles de sous-genres dans l'horreur, et on va essayer d'y placer quelques shonen à l'intérieur. Ok ?
Alors, Robin, fantastique, épouvante, c'est quoi? On va dire, c'est pour revenir un peu à l'origine quand on parlait de littérature, voilà, quand il y a un élément surnaturel qui crée un sentiment de malaise ou d'épouvante et tout ça, et donc on va dire que les plus classiques c'est Frankenstein effectivement, et au cinéma on va dire The Thing qui est... Moi aussi j'adore The Thing. Carpenter. Je vous donne quelques mangas qu'on aurait pu placer dedans, vous les prenez à la volée. Demon Slayer, Neuro le Mange Mystère, Dick Grayman, Blood Plus, Yu Yu Hakusho. Moi je vais d'avance prendre Dick Grayman. Non, je vais prendre Yu Yu Hakusho. C'est clair. On s'attendait tellement. Là tu nous as surpris. C'est un jumpscare audio en fait. C'était un jumpscare. Je voulais pas prendre Yu Yu Hakusho exprès. Je voulais prendre Neuro le Mange Mystère. Parce que c'est un manga de Glénat qui est un peu obscur, un peu inconnu. C'est l'auteur de Assassination Classroom chez Kana, qui est une espèce de manga de détective, mais qui a une ambiance tellement poisseuse, tellement sale. C'est vraiment malsain. Et je trouve qu'en termes d'épouvante, on est vraiment dans ce type de récit et ça marche à la perfection, quoi. Pour rester chez Glénat, il y a Blood Plus. Là, on était sur du vampirique. Vampirique, baston, horreur. Voilà, là, c'est du fantastique, c'est bien efficace. J'ai encore Demon Slayer, j'ai Dick Grayman, j'ai Yu Yu Hakusho. Vous en voulez? Vous en voulez pas? Moi je veux bien prendre Yu Yu. Prends-le. Yu Yu, c'est ta vie. Typiquement, Yu Yu typiquement se rapproche énormément de Jujutsu Kaisen. Juju. En termes où mine de rien on évolue dans des domaines complètement les shonen occultes. On évolue dans des domaines occultes, sauf qu'au début c'est un petit peu mignon dans Yu Yu Hakusho, c'est genre t'es le détective des ténèbres sauf que très rapidement on arrive au milieu mafieux des ténèbres occultes et on arrive vraiment à des séquences qui sont très gore, dont moi la séquence qui me choquera jusqu'à la fin de ma vie, la cassette démoniaque où on voit les humains torturer les démons, où t'es là genre ok là vous avez carrément retourné l'horreur et les humains sont bien pires que les démons. Mais même Demon Slayer dans les premiers tomes aussi on est un peu dans une ambiance horrifique aussi quand même. Même quand il va passer son test en haut de la montagne là, qui rencontre un de ses premiers démons. Les démons ils sont dégueux quoi. Ils sont vraiment c'est plus traditionnel, difformes et tout, tu vois, vraiment on est vraiment sur effectivement la figure de le démon de l'épouvante quoi. Mais on est dans cette famille la fantastique épouvante. Julie tu lises là. Je suis là parce que moi quand tu me dis Frankenstein et que tu ensuite me parles de manga, il y a une référence qui me saute aux yeux, c'est vraiment Astro. Parce que Astro, il est clairement une espèce de transfert du mythe du docteur Frankenstein qui essaye de recréer un corps pour lui donner la vie et de se substituer à Dieu, comme il y a dans l'histoire d'Astro, quoi. Et puis c'est dramatique. Et c'est tellement dramatique et sale. C'est dans le tome 1, je pense, qu'il est directement... dans un cirque, en train d'être utilisé. Cool, un enfant esclave. Allez, Pinocchio en plus, tu vois, derrière. Enfin bref. Famille suivante, on a les slashers. Ça c'est un classique, les slashers. Le slasher, c'est le genre, où en fait le méchant est un peu au centre du truc. C'est le mec qui va te poursuivre généralement en marchant extrêmement lentement pour te poursuivre jusqu'au bout, pour te trucider avec. Je te vois, Robin. Voilà, exactement, avec une arme. Avec une faucille, un marteau. Avec une arme où généralement c'est pas facile de tuer rapidement quelqu'un avec, tu vois, c'est vraiment un truc blanche, où c'est vraiment pour faire très 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 peur. Et après dans le classique du genre, on en a déjà parlé, c'est Massacre à la tronçonneuse, t'as Halloween, Carpenter toujours, et puis après Scream en un peu plus récent, qui est justement un film qui reprenait un petit peu les codes du slasher pour s'en moquer de façon un peu ironique, quoi. Alors bizarrement dans ces mangas on va mettre quoi? On va mettre en manga shonen on va mettre Doubt, on va mettre Judge, c'est la même famille là. Justement, je trouve ça intéressant parce que le slasher, c'est mine de rien un genre horrifique en termes de cinéma qui a vraiment eu toutes ses époques, c'est-à-dire à ses débuts avec Massacre à la tronçonneuse dans les années 80, t'as eu Scream 60, dans les années t'as eu Scream dans les années 2000, et en même temps là typiquement il y a Hollow Man qui est sorti très récemment de chez Blumhouse, où c'est encore un slasher mais un petit peu différent avec un homme invisible. Ce qui est intéressant avec le manga, c'est qu'ils ont mixé ce truc du slasher, du tueur que tu ne peux pas arrêter, ils l'ont mixé avec un autre truc, c'est une ambiance de huis clos, c'est-à-dire le tueur est parmi nous, on ne sait pas c'est lequel, donc là on emprunte un petit peu à The Thing de John Carpenter aussi, et je trouve que le manga a eu cette idée-là de pas prendre les genres tels qu'ils étaient, mais de les mixer avec d'autres choses. C'est pour ça qu'on a tendance à confondre slasher et survival avec tous les death, parce qu'ils ont créé le death game.
qui est du shonen et qui est de l'horreur et qui prend des différents genres, mine de rien. Parce que Darwin's Game, King's Game, Danganronpa, on en a quelques-uns des mangas comme ça, ou même Dead Tube aussi, qui est peut-être plus survival, Dead Tube. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que tu peux pas leur donner une définition cinématographique. Et en fait, à un moment, il faut prendre le manga comme un média à part, et tu peux pas lui accoler des définitions cinématographiques typiquement. Du coup, j'enchaîne avec les survival alors. Robin, on a quoi en survival? Survival, alors je vais prendre des exemples qui peuvent un peu se rapprocher du slasher, mais en gros, on va dire que le survival, le cadre principal, c'est que t'es dans un huis clos et t'es effectivement avec un groupe de personnages qui sont dans on va dire leur vie est en jeu, quoi. Ils vont mourir s'ils s'en sortent pas, ils vont mourir, quoi. Et du coup, il va falloir qu'ils s'en sortent. Là où le slasher, on va dire que la particularité du slasher, c'est que le méchant, le monstre qui va les poursuivre, a un rôle prépondérant. C'est limite lui le héros du film, en fait, quoi. Alors que dans le survival, c'est pas nécessairement le cas. Bon, même si je prends l'exemple d'Alien, Alien, la créature est importante, mais Alien, c'est vraiment un survival dans le sens où il y a un monstre qui est dans le vaisseau, il va falloir qu'il s'en sorte, il va falloir qu'il survive, quoi. Et dans les créations japonaises, Battle Royale, on est dans cet esprit-là aussi. Oui, parce qu'en fait, pour le coup, Battle Royale, il y a ce côté survie, mais il n'y a pas un méchant. Le but, c'est de survivre vraiment, quoi. Ouais. Et, du coup, on a quand même les Devs Games qui là, ça s'y prête plus. On a Ptoum, Alice in Borderland, Enigma, on les a dedans. Quelqu'un va citer Promise Neverland? Pour moi, c'est l'exemple le plus récent. Promise Neverland, pour moi, c'est un survival, c'est un survival shonen, plus, quoi. Tu vois. En gros, c'est vraiment. Ça veut dire que là, tous les mangas du Jump sont dans l'horreur, parce que derrière, on a Actage qui va sortir au mois d'avril en France. Actage, alors on est sur. C'est du théâtre. Oui, non, c'est de la comédie, pas du théâtre. Mais du coup, l'héroïne, le premier film dans lequel elle va jouer, c'est un film où c'est une adaptation d'un manga où des jeunes ados doivent s'entretuer sur une île. C'est pas du tout vu, hein, ça. C'est méta. C'est méta, c'est drôle. C'est méta. Du coup, on retrouve encore un petit peu tout ça là-dedans. Ensuite, on a la possession. Ouais, le récit de possession, c'est un genre un peu particulier qui est qu'en fait, en général, c'est un truc un peu rapport à la spiritualité et tout. C'est qu'en gros, le héros ou un personnage va être possédé par une entité supérieure. Non humaine. Généralement un démon, une entité non humaine. Donc, en termes de film, le plus connu, c'est L'Exorciste, évidemment, parce que c'est la petite qui est possédée par le diable. Après, t'as Rosemary's Babies de celui dont on peut prononcer le nom. Et ou Prince des Ténèbres, Carpenter toujours. Et il y a toujours Carpenter quelque part. Et celui-là, on blasse son nom. Je pense qu'on va avoir donné tous les films de Carpenter dans cette émission au fur et à mesure. Il a fait tous les genres de toute façon. Donc, on reste, juste pour préciser aux auditeurs, là on cherche des shonen, hein. Vraiment à chaque fois. C'est ça le problème. Parce que des fois on a envie de sortir d'autres titres. Oui, et c'est c'est pas possible. Jujutsu Kaisen, Inuyasha, Remembers, Shikabane Hime, voilà ce que j'avais. Certains veulent en parler plus de l'un ou de l'autre. Pourquoi Inuyasha par exemple, Julie? Parce que comment dire, il y a différents stades. Moi j'ai trouvé que déjà les premiers tomes de Inuyasha, donc tu suis Kagome qui va être projeté dans l'époque Sengoku, et contrairement à ce qu'elle lit dans ses livres d'histoire, en fait il y avait des monstres, il y avait des démons, tout ça, donc, et des hommes chiens, enfin on sait pas trop, et genre un des premiers démons qu'elle va devoir affronter avec Inuyasha, qui en plus la déteste vraiment, genre c'est un corbeau qui bouffe le cœur des hommes pour s'installer dedans. Et tu vois, il transforme les humains en espèce de marionnettes dégueulasses cadavériques. Et après, bien sûr, elle a ce pouvoir formidable de pouvoir rentrer chez elle dans le monde moderne, prendre des bains, aller à l'école. Et puis, évidemment, elle ramène un masque maudit. Donc, elle se retrouve avec un masque de No. Déjà, ça fout les boules, un masque de No. Je suis désolée, mais c'est hyper... graphique et angoissant. Les jeux d'ombre sont faits pour inciter les gens, le public à avoir des émotions fortes. Et puis donc le masque est donc maudit, il va boulotter des humains jusqu'à devenir une espèce de blob informe avec des mains, des pieds, des trucs. Et le truc, il me fait genre à chaque fois je me dis c'est tellement horrible. Tu vois que le masque donc s'allonge pour juste la voir, la scruter par la fenêtre de sa chambre, tu vois, genre bref, voilà. Et moi j'avais Shikabane Hime en miroir avec des princesses zombies. La princesse cadavre. La princesse cadavre possédée par des espèces de moines guerriers pour lutter contre l'invasion de zombies, et elle devait tuer 108 zombies pour accéder je viens de penser à Hungry Marie.
Pardon. Le truc de possession, en fait, c'est peut-être le genre qui est le plus difficile à appliquer à du shonen parce que en termes de cinéma, la possession, la personne qui va être possédée ne va pas être le héros ou l'héroïne. Oui, pas forcément. Donc, c'est la personne qu'il faut guérir. Oui, voilà, c'est normalement un prêtre, typiquement dans l'exorcisme ou autre, c'est un prêtre qui vient intervenir. Et même le prêtre n'est pas le héros dans l'histoire. Du coup, c'est beaucoup plus dur à appliquer en termes de récit de quête initiatique. Donc, je pense qu'on va le trouver, mais dans d'autres éléments. Un petit peu plus. On va voir ça après. Ou effectivement dans Jujutsu, comme tu disais, puisque pour le coup, le héros est possédé par. Possédé à moitié. Il peut se transformer. Shikabane Hime, du coup, qui mange un petit peu aussi sur l'autre genre. Qui mange quoi? L'épidémie, le zombie. Bah ouais, ça c'est un peu, on va dire, le genre qui est le plus à la mode actuellement. Il est à la mode depuis longtemps là. Mais voilà, bah c'est l'épidémie, le récit de zombies. Donc bah là, c'est La Nuit des Morts Vivants ou c'est Walking Dead quoi. C'est vraiment. Et en manga, c'est Live Last Evolution. Là, on est sur du virus. Ouais. Il y a un peu un côté possession dans Live. C'est pour ça que les deux là, c'était dur. Moi, je remettrais Shikabane Hime aussi du coup dedans. Ouais, mais ils se recoupent en fait. Resident Evil, Evenly Island. Finalement, là, on est. Oui, bon bah là, c'est clairement. On est sur des zombies aussi, puisque finalement, tu l'avais mis tout à l'heure dans le survival. Mais alors oui, il faut survivre, mais il faut lutter contre des zombies. Du coup, là aussi, les genres se mangent un petit peu. Et puis, tu voulais qu'on parle encore de Tokyo Ghoul, mais c'est un seinen. Ouais, mais bon, en vrai, Tokyo Ghoul shonen en France, c'est typiquement un manga qui joue sur cette iconographie là quoi, enfin le zombie quoi. C'est vrai. On arrive à la dernière partie de cette émission. Maintenant qu'on a un peu bordé tout ça, on a bien fait le lit de l'horreur. On est en mesure de répondre à une question. Est-ce que le shonen et l'horreur c'est vraiment nouveau en fait? Est-ce que ça a été inventé là, c'est récent, c'est le jump de cette année ou ça existait quand même dans le manga avant? Bah pas vraiment, on vient d'en citer plein en fait, donc du coup. Mais en fait on va dire que contrairement aux deux cas qu'on a cités au tout début d'émission, on va dire que le genre il était pas forcément au centre des shonen qu'on a lus, mais en tout cas il a pu être le moteur de moments qui sont aujourd'hui devenus cultes, tu vois. Moi je parlais... Oui, donc tu veux reprendre ton exemple de l'intro. En intro je parlais de la scène de Faust avec qui dissèque Manta. Pour moi c'était un shonen qui vraiment me montrait une imagerie d'horreur que j'avais encore jamais vue dans le shonen. Mais Shaman King c'est pas forcément le seul moment, hein. Je veux dire, quand t'as la première scène où Maiden elle arrive et elle utilise son fantôme de Samash pour torturer là on est vraiment sur des codes de trucs gore et tout, ça tranche dans tous les sens et en plus c'est vraiment t'as vraiment mal pour les mecs qui se font parce qu'elle est impitoyable et elle est vraiment impitoyable quoi. Mais en fait en vrai il y a plein d'exemples quoi. Cagnard, t'en as toi des exemples? Bah ouais, j'en ai pas mal et c'est pour ça que j'aurais voulu revenir sur le truc de la possession, typiquement, qui est un petit peu dur à identifier en shonen, alors que en fait on a pas mal d'exemples de possession. Je vais prendre Naruto, Bleach, quand le démon prend possession du corps du héros, que ça soit Naruto ou que ça soit Ichigo, là on est clairement dans le cas d'une possession où le héros n'est plus là et il est tout simplement possédé, sauf qu'en shonen ils ont réussi à tourner ça de manière à tu vas lutter contre tes propres démons et reprendre le contrôle. Et faire des blagues au milieu. Tu peux. Dans Bleach, il y en a à chaque fois. Ouais. Devenir pote. Ouais, c'est vrai. Mais tu nous parles pas de ton manga favori Pas Yu Yu Hakusho, l'autre, tu sais. Slam Dunk. Alors, il y a un cas de possession, Alors, je deviens le ballon. Il y a combien de pourcentage de possession? Alors, l'autre encore. Non, alors je voulais placer l'exemple de Yonkel qui a dans Fly, mais alors ça arrive très loin dans l'histoire. À un moment, Yonkel accepte un pacte avec le démon, se fait posséder par l'équivalent du démon, alors que c'est un méchant que tu vois depuis quelques tomes déjà, mais finalement voilà, Yonkel va devenir un démon et pour un lecteur, c'est ce qu'il y a de plus choquant, on va dire, de voir ton héros accepter un pacte avec le démon, tu vois, et de devenir méchant, alors qu'au final, bah non, Yonkel il est trop stylé. Il va combattre la force des ténèbres avec la force de la justice, qui sont des définitions de merde complètement, mais c'est... Voilà comment dans un shonen tu réussis à combler. Comment on l'avait avant quoi en tout cas. Comment dans l'exorcisme c'est par la force de Dieu tu as levé t'exorciser, comment dans un shonen c'est par la force de l'amitié, par la force de la justice, par la force de concepts très larges mais très forts et auxquels on croit absolument. Robin, toi aussi en parlant de manga préféré tu voulais nous parler de...
Hunter x Hunter. Non mais Hunter, Julie en a parlé en intro aussi, c'est un manga où des références à l'horreur, il y en a plein quoi. Effectivement avec le personnage d'Hisoka, où limite à chaque fois qu'Hisoka intervient dans Hunter, c'est quelque part une référence à un film d'horreur, tu vois. Et mais après moi je pense principalement à l'arc des Chimera Ants qui moi est vraiment l'arc de Hunter qui m'a mis le plus en tant que lecteur mal à l'aise et vraiment face à des situations d'effroi absolu où genre j'ai vraiment eu peur pour les héros dans le sens où il y a aucun espoir et en plus les monstres qu'ils affrontent sont vraiment sans pitié, sans sentiment, enfin genre vraiment ils sont dans un espèce de truc de bah ouais on va dévorer les humains parce que on est programmé pour faire ça et vous avez aucune chance de vous en sortir. Donc vraiment ouais c'est dans cet arc là que j'ai le plus ressenti les codes de l'horreur quoi. Et j'étais surpris que tout le monde veuille me citer Bleach. Ouais. Pourquoi ? Moi j'ai du mal à voir l'horreur dans Bleach. On en avait déjà parlé c'était Cagnard à l'époque dans les scènes des meilleurs bastons. Mais ça c'est le vieux Cagnard. Ouais, il a changé depuis. Ouais, il aime plus trop la bagarre. J'ai changé. Mais non mais c'était surtout au rapport au sous-genre du slasher dont on parlait tout à l'heure. Il y avait effectivement cet affrontement entre Ichigo et Kenpachi qui jouait beaucoup et Cagnard en avait pas mal parlé sur les codes du slasher, vraiment le méchant qui avance de façon inexorable sur increvable, qui court après Ichigo et Ichigo a beau le taper, il se relève toujours exactement comme un boogeyman. C'est ça. Oui, parce que Kenpachi et Zaraki, son surnom c'est The Undead quoi. Comme quoi. Et vraiment c'est une séquence qui reprend. Enfin j'ai vraiment l'impression de voir Halloween, voir Jamie Lee Curtis tu vois, devant. Mais parce qu'en plus elle a beau taper, il se relève et il marche, il ne court pas, il court jamais. Il marche et il réussit toujours à retrouver Ichigo. Mais en plus, tu sais, son visage qui a une grande cicatrice et tout, ça fait tellement masque. Ouais. Tu vois, il a un masque, il a ses clochettes là dans les cheveux et tout. Oui, en plus, il y a le bruit des clochettes et tout. Et vraiment, le héros a peur à ce moment-là. Enfin, et toi, en tant que lecteur, tu t'identifies au héros, tu dis, moi, j'ai peur avec lui. J'ai jamais eu peur dans Bleach. Non, mais c'est l'image où t'as Ichigo qui a l'impression d'être poursuivi. C'est toi qui es fragile. Par des espèces d'armées de squelettes. Oui, parce que c'est juste la force tension, de Zaraki qui arrive, tu vois, qui est en train de le cueillir. Quoi, là, genre, alors qu'il est juste en train de faire coucou. Oui, tu vois, et là, c'est un code. C'est pas une séquence horrifique. C'est des codes horrifiques et c'est impossible que Tite Kubo n'ait pas pensé à un slasher en faisant ça. Ou alors le mec est un génie et il vient de créer le slasher dans les années 2000. Quoi. Avant d'enchaîner, est-ce que vous voulez reparler de Naruto une dernière fois ou pas ? Oui. Parce que moi, c'est ma mention spéciale. Non, parce que c'est le shonen, parce que qui puise énormément dans les codes qu'on vient de citer. Il y a toujours des techniques spéciales cheloues qui enchantent des métamorphoses mais répugnantes. Les mecs ils utilisent leur sang, leurs ongles, leurs os pour, tu vois, se faire des armures ou des armes, etc. Il y a la technique du Edo Tensei. Enfin, en fait, c'est des trucs de zombies. Ils ramènent les morts et le corps des morts pour ensuite les réincarner. Ouais, mais ça fait pas peur. Ils deviennent des marionnettes. Non, mais c'est un code. Ouais, c'est un code. Des petits motifs d'horreur. Il y a aussi, tu vois, tout ce qui est. En fait, on n'a pas trop parlé. Pour l'instant, on est resté très occidentaux, mais il y a tout le folklore asiatique. Bah justement, parlons-en. Parce qu'il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est ces petits yokai. Oui. Hein, Pourquoi les petits ? Parce que je pense toujours au kappa qui mange les concombres avec son écuelle sur la tête. C'est dégueulasse, les kappas ils t'aspirent les intestins par ton nombril. Hein. Pense à Otogi Matsuri, Max. Oui. C'est dégueulasse un kappa. Pense à Otogi Matsuri, les kappas ils sont dangereux dedans. Ouais, mais il y a des kappas mignons aussi dans plein de mangas et du coup ça a l'air cool. Mignon, sauf que juste ça vole les concombres dans le jardin. Ça bouffe tes nombrils. Oui, c'est ça. Et les Japonais en ont très peur de ça. Ils volent leurs concombres. Attends, t'as déjà fait pousser des concombres dans ta vie ? Tu sais que c'est galère à bien faire pousser un concombre. Je suis pas japonais. Mais oui, mais du coup voilà. Effectivement, il y a les yokai, il y a ces légendes urbaines qui peuvent nous entraîner dans l'horreur, qui peuvent du coup produire des magnifiques films au cinéma et qui peuvent aussi produire des mangas. Ah bah complètement. Enfin, il y a Gegege no Kitaro, je pense qu'il est quand même Mizuki, le chef, le master yokai du Japon. Et il y a même, donc, plus récemment, Nura, le seigneur des yokai de Hiroshi Shibashi, qui aussi reprend la thématique folklorique des yokai. Sachant que j'ai appris que un des premiers à faire des estampes de yokai s'appelait Toriyama Sekien. C'est trop drôle, non ? Mais c'est marrant parce que moi,
en France en tout cas, n'étant pas né dans le yokai, je trouve plus Dans ça le comme comme une légende urbaine et des trucs un petit peu dont on peut rire qu'autre chose. Comme j'ai pas été éduqué avec ça, pour moi ça me touche pas de la même façon. J'aime bien, mais je vois ça comme quelque chose de fantastique et non pas d'horreur. Mais tu sais, au Japon, il y a quelque chose qu'on n'a pas nous dans ces contrées froides, c'est vraiment l'humidité. Et il arrive que l'été, tu as vraiment l'impression qu'il y a d'autres gens. Non, mais c'est vrai. Parce que l'air est lourd. Et quand on te raconte... Alors, il y a un truc génial, c'est la cérémonie des 100 histoires. Tu fais une veillée et tu mets 100 petites bougies. Et chacun à ton tour, tu vas dire... Tu vois, on va raconter 100 histoires. Et à chaque fois qu'on raconte une histoire, on souffle une bougie. Et à la fin, c'est test de courage qui va rester alors que tu viens de t'enquiller 100 histoires. On prend de la drogue aussi en Europe. Il n'y a pas la peine... Non, mais il y a un truc aussi que les Japonais font par rapport au yokai. Je crois qu'on dit quelque chose du style le yokai est le tombeau du yokai, dans le sens où à partir du moment où on va lui donner un nom, on va le nommer, on va lui donner une existence. Il va disparaître. Non, il va exister justement. À partir du moment où il a un nom, un kappa, c'est un kappa. Du coup, le truc qui mange les concombres et qui aspire le nombril, c'est un kappa. Avant, juste, tu avais plus d'intestin, tu te levais et tu fais, j'ai plus d'intestin. Mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont vraiment ce folklore, du moins j'ai l'impression, et là c'est même, ça prend en partie les yokai qui sont, on va dire, des légendes urbaines d'époque médiévale, on va dire. Parce qu'il y a des yokai dans la forêt, dans la montagne, partout. Oui, c'est pour ça que je dis médiévale, tradition vieille, mais t'en as aussi beaucoup de l'époque moderne, où tu vois, dans plein de mangas où ils se font des tests de courage, où ils se racontent des légendes urbaines et compagnie, et tu sens que eux, à la différence peut-être en France où on sait tous raconter des légendes urbaines quand on était petit, la Dame Blanche, ça a pas duré très longtemps. Eux, c'est limite, tu sens que c'est des piliers scénaristiques dans leur manga, c'est un truc qui est très important. Et quand tu regardes les histoires de Lohito et compagnie, on dirait, ça ressemble que à des légendes urbaines. Mais oui. Ça ressemble que à ça, c'est des one-shots qui sont des petites histoires. On n'a pas de récit comme ça en France, tu vois. Pas de la même façon. Beaucoup moins. Mais c'est marrant que tu parles des tests de courage, parce que finalement, au début de Sawako, dont on parlait dans la dernière émission, c'est un test de courage. C'est un test de courage, et il y a aussi pas mal de petites références très légères aussi à l'horreur. Mais quand on disait que le shoujo était quelque chose qui permettait aussi de mieux comprendre et mieux appréhender la société japonaise, on a tous ces petits trucs d'horreur aussi dans le shoujo. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant tu me fais penser à ça avec Sawako Ring, Sadako. le début de Ring, c'est vraiment des meufs qui disent t'as entendu parler de la légende urbaine de la cassette? Tu vois, c'est déjà j'ai l'impression qu'il y a vraiment ils adorent genre, mais tu sais, il y a toujours des trucs du genre mais t'as jamais été au tabac qui est devant la gare après 23h? Mais c'est les histoires c'est les histoires que c'est n'importe quoi. C'est les histoires que Onizuka raconte à ses élèves, tu vois, l'histoire des raviolis, les histoires qu'on se raconte pour se faire peur, quoi. Mais malgré tout, il y a un petit truc qui est assez étonnant vu de France, c'est que le manga d'horreur, il était prépublié dans des magazines shoujo ou josei. C'est ça. Et pas dans les shonen ou seinen. Alors ça a un peu changé avec le temps, mais à l'origine, au Japon, les grands maîtres de l'horreur qu'on connaît, c'était dans les magazines shoujo, c'était dans les magazines josei, et pourtant on n'a pas l'impression d'être face à un shoujo quand on lit un Junji Ito. C'est des références qu'on a tous. Non. C'est vrai qu'au final, le manga et l'horreur, c'est une longue histoire. Il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit qui sont devenus cultes, malgré le fait qu'en France, ils soient pas forcément trouvables facilement. Mais Junji Ito, oui, il y en a plus. Mais beaucoup effectivement, les Junji Ito et les Kazuo Umezu, ils étaient effectivement prépubliés dans des magazines shoujo. C'est marrant de se dire peut-être qu'effectivement, il y avait ce truc de c'était des magazines qui montraient une vision de la société différente. L'horreur, c'est pour les petites filles. Et l'horreur, je sais pas, peut-être la bagarre, c'est pour les garçons, et l'horreur, c'est pour les petites filles. Alors, soit, est-ce que ça veut dire fais gaffe à toi parce qu'il peut arriver ça? Tu vois, c'est comme les contes finalement. Oui, comme les contes. Sinon, est-ce que c'est une façon de dire regarde bien la société dans laquelle tu vas grandir? Sans pour autant dire fais attention, mais c'est ça la réalité, quoi. Il y a des choses cheloues partout. N'empêche, pour les lecteurs japonais, je trouve ça trop cool d'avoir pu grandir avec des récits horrifiques. En France, on a eu quoi? Comme Chair de poule. BD horrifique, comme BD horrifique. Chair de poule, ça vient des États-Unis, ça vient pas de chez nous. Mais nous, on a rien eu, on a été aseptisés. Le chat à beauté. On a eu les contes de la crypte, on a eu Au-delà du réel. Ça vient pas de chez nous. C'était sur M6, c'était la trilogie, c'est ça, tu vois. J'aurais bien aimé qu'on ait une tradition horrifique française, on va dire. La bête du Gévaudan.
Ouais, voilà. Eh ben voilà. Merci Marc Dacascos. D'autres mangaka que vous vouliez citer? Vous voulez qu'on enchaîne sur la suite de l'émission, où il y a encore des noms qu'il fallait connaître? Bah alors, on a cité beaucoup Junji Ito. Ouais. Kazuo Umezu. Et puis il y a également, Maruo Suehiro. Alors j'ai appris que Suehiro, ça voulait dire pierre à aiguiser. C'est drôle, pardon. Et il y a aussi Hino Hideshi qui est connu pour le serpent rouge en France, je crois. Et c'est... Enfin, pareil, tu vois, il y a une espèce de répulsion. Non seulement ça fait peur dans le sens où tu te retrouves dans un monde, il n'y a pas d'issue et c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, vraiment sale, quoi. Bon, bref. Mais moi, je l'ai trouvé qu'il y avait dans les années 2000, une flopée de mangaka qui avaient juste fait des one-shots. Donc, effectivement, c'était des espèces d'étoiles filantes, tu vois. Hein, t'as pas eu le temps de les voir passer. Et il y avait que des trucs de genre horreur, épouvante. Et c'était, tu vois, la combinaison de deux niches, du manga et de l'horreur, genre bingo. Et tu vois, c'était des espèces de récits, mais complètement traumatiques. Enfin, moi, je me souviens de Goth. Donc, c'était l'adaptation manga donc, du dessinateur Kenji Oiwa, d'un roman de Otsuichi, donc qui est un auteur très connu du genre horreur au Japon. Et en fait, c'était tellement chelou. Des lycéens qui passaient leur temps à chercher les crimes les plus gore dans leur bourgade là. Et il y avait l'histoire principale, c'était l'histoire donc des lycéennes qui font t'as entendu parler du mec, tu sais, celui qui coupe les mains dans la rue et qui collectionne les mains. Et tu fais, mon Dieu. Et il y en a un qui psychote parce qu'il sait que sa voisine de table dans sa classe, elle a une marque sur sa main, tu vois. Genre, mais là, on est clairement dans du récit plus adulte. On est plus, complètement. On est plus dans le shonen. Et moi, ça me fait penser aussi à Koike, qui est un auteur aussi, qui est publié en France chez Komiku. Ouais. Voilà, et qui a fait notamment un manga, un one-shot d'horreur aussi, comme tu disais. Mais ouais, tout ça pour dire qu'il y a une vraie tradition de l'horreur dans le manga au Japon. Et du coup, je me dis peut-être que cette tradition, elle s'est diffusée auprès des auteurs qui ont grandi en lisant ces choses-là et qui se mettent aujourd'hui à faire du shonen et qui du coup se mettent à faire du shonen d'horreur. Donc j'en viens vraiment à me poser la question, moi actuellement, est-ce qu'il commence à y avoir une espèce de... Ouais, un genre qui apparaît ou qui même existait avant, qui est le shonen d'horreur. Et du coup, c'est quoi les codes du shonen d'horreur, tu vois? Je pense qu'ils sont pas encore très clairement définis, mais que là, ils sont en train de les faire. Demon Slayer, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Je pense qu'ils sont en train de créer composer quelque chose là et qu'on ce monstre. It's alive. On le verra dans quelques années, mais ouais, je pense qu'ils composent quelque chose là. Pour moi, tu vois, Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, c'est une histoire d'équilibre. Parce qu'il y a le héros Neketsu qui est quand même bardé d'attentes. Il faut qu'il soit héroïque, il faut qu'il soit brave, qu'il combatte la mort, l'adversité. Et le côté horreur, finalement, ça vient mettre en image toutes les angoisses qui sont inhérentes à ça. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir dans les épreuves? Et il est là pour slasher du monstre qui est en fait juste ses peurs, tu vois, genre dire je vais y arriver malgré toi qui en fait est moi. Ouais, mais je pense que dans le genre de l'horreur il y a un côté très cathartique. Ça c'est la petite dédicace à Joe. Hey. Mais non, il y a un côté vraiment cathartique dans le fait que ça permet de vraiment exposer des émotions de façon vraiment très au paroxysme, tu vois, enfin de façon très importante. Et ça peut coller effectivement avec un genre Neketsu qui est effectivement où tout est exacerbé aussi, tu vois. Et du coup tu peux on peut exacerber l'horreur. Mais tu peux exacerber l'horreur et la rendre bouillante, l'horreur bouillante, tu vois. Messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Nous avons donc bien tourné autour de ce sujet. Pourquoi le shonen flirte-t-il avec l'horreur? Et nous allons essayer de répondre à cette question, ou tout du moins de conclure cette émission. Par qui on commence? Par Robin, qui justement je ne l'ai pas encore dit, mais préparé l'intégralité de cette émission. Oui. Merci Robin. Robin, bravo. Écoutez, j'ai fait ça avec abnégation. Avec le cœur. Et avec le cœur surtout. Non, moi je voulais juste conclure en disant que... oui, pas mal avec un ordinateur. Je voulais juste conclure en disant que pourquoi le shonen flirte-t-il avec l'horreur? Tout simplement parce que l'horreur et le shonen, même si comme ça à première vue on a l'impression que ça va pas ensemble, finalement c'est une association qui est pas si incongrue que ça. On l'a développée en toutes les
émission et c'est même pas si nouveau que ça, donc en fait c'est une association qui est finalement assez naturelle. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de me poser la question, est-ce que c'est carrément en train de devenir une nouvelle tendance, tu vois, avec Jujutsu et Chainsaw, là on a vraiment une espèce de cas concret pour se poser cette question, ça m'intéresse quoi. Moi j'ai même envie de te dire que ça va redevenir une tendance, c'est-à-dire qu'effectivement Tezuka il a pu lancer des choses comme ça qui allaient beaucoup plus loin dans l'horreur que ce qu'on fait aujourd'hui dans le shonen, et on va y revenir petit à petit, parce que ce qui est sûr c'est que d'une manière ou d'une autre, un magazine comme le Shonen Jump, il a besoin de ratisser large. On n'est plus dans le temps où ils pouvaient vendre 15 millions d'exemplaires comme ça en un clin d'œil. Ils ont besoin de ratisser plus large, de recruter des lecteurs adultes, enfants en même temps, et d'essayer de plaire aux deux. Donc forcément on va y aller par petites pincées de plus en plus, et les shonen vont être de plus en plus grand public, si on peut dire ça. alors que c'est spécial, effectivement. Jujutsu Chainsaw c'est spécial, mais c'est à la fois plus grand public dans le sens où c'est moins enfantin, moins gamin. Mais maintenant, ils comptent plus les exemplaires, ils comptent les impressions écran, non? C'est pas ça. Il y a ça aussi, il y a évidemment les shonen sur internet. Cagnard, ton dernier mot pour cette émission? Moi je pense que c'est un équilibre qui est absolument pas normal. Je pense que même si ça existe depuis quelques années, depuis longtemps en fait, je pense que c'est une anomalie. Réussir à faire de l'horreur dans du shonen, je pense que c'est une anomalie, et c'est à partir de cette anomalie qu'on arrive à trouver des putains de pépites qui arrivent. Parce que à l'époque d'Hokuto no Ken, réussir à faire un récit à la fois gore et intéressant, ça datait mais ça marchait. Que ça soit Yu Yu Hakusho, que ça soit Hunter, réussir à faire un récit aussi gore, aussi viscéral, ça donne toujours un putain de résultat. Je pense que c'est une alchimie qu'il ne faut pas forcer, absolument pas. Je pense qu'il faut que ça vienne des auteurs et qu'ils trouvent ça de manière naturelle. En tout cas pour moi il faut que ça reste une anomalie dans la matrice, et qu'à chaque fois que cette anomalie arrivera, on va juste arriver sur des putains de récits. Et je pense que Chainsaw et Jujutsu, je pense que ça va devenir des putains de récits, parce que c'est pas normal en fait ce qu'ils font. C'est des associations qui ne sont pas correctes. Julie, le mot de la fin est pour toi. Moi je pense que, comme on l'a quand même vu, c'est que la tendance était déjà ancrée. Donc à la fois culturellement, parce que donc il y a des références horrifiques déjà à la période Edo au Japon, et que comme par exemple Tezuka l'a mis dans le médium manga. Mais quand on voit donc les nouveautés de cette année dans le Jump, j'ai envie de te dire c'est plutôt en termes d'intensité finalement, au niveau du graphisme ou du scénario, qu'on a franchi un cap, et qu'au fur et à mesure que finalement on va avoir besoin, tu vois, socialement de faire bonne figure, d'être lisse, d'avoir pas trop d'opinions, etc. Peut-être que les demandes des lecteurs vont aller vers des choses qui sont vraiment pas lisses du tout, et qui vont leur permettre d'explorer des émotions très négatives aux yeux du public, de la vie publique. Tu vois, je sais pas si j'arrive vraiment à transmettre mon message tel la Sawako que je suis. Vous savez ce qu'on dit, que les chefs-d'œuvre d'horreur dans la littérature, dans le cinéma, etc., que ce soit pour les récits de zombies ou les récits de vampires et ainsi de suite, c'est que les chefs-d'œuvre de l'horreur naissent lorsque le monde subit un changement ou que le monde va mal. C'est Buffy. Les portes de l'enfer sont là. Du coup, là, le contexte est pas mal, je pense. Voilà, mais ce que je me dis, c'est que là, le contexte est plutôt prompt à ce que des chefs-d'œuvre arrivent. C'est que ça naît souvent d'accidents, et il faut pas essayer de contrôler ces accidents. Il faut pas essayer de les normaliser. Il faut juste en profiter quand ils arrivent, comme des œuvres qui vont être cultes et qui vont nous façonner de toute façon. Alors que le monde change, évidemment. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté cette émission. C'était la 5ème de couve, #5DC pour réagir à cette émission. La 5ème de couve sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tous, même l'appli podcast. Tous. Vous nous mettez des étoiles. Pareil. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Merci. Salut. À gros.